Bruno Belin, toute cette folie autour de la vitesse. Et ça fait rêver le sport. Ça vous fait rêver. Mais c'est exceptionnel, bien sûr que ça fait rêver. Moi, je me rappelle gamin avoir regardé les Jeux Olympiques, on se levait pour voir quand il y avait le décalage horaire des Jeux de Montréal, même Mexico. Enfin voilà, ça fait rêver. Regardez l'effet public sur une finale d'un 100 mètres, puisqu'on parle de ça, l'effet télévisuel. C'est très télégénique, c'est vrai. Les 30 secondes de publicité coûtent une fortune, ça vous montre bien qu'il y a un enjeu derrière. Pour moins de 10 secondes de plaisir en ce qui concerne le 100 mètres. Et donc c'est exceptionnel, l'engouement qu'il y a derrière. Et puis effectivement, il y a l'histoire, il y a les batailles de pays, parce qu'il faut se le dire, on a connu les années 70, un Borzov qui gagne a été un symbole olympique. On va parler de la RDA évidemment, mais tout ça, ça joue. On se rappelle tous dans les livres d'histoire, parce que nous n'avons aucun de nous cinq ne l'a vécu, effectivement, ON 136. Voilà, c'est quelque chose qui marque et qui restera toujours. Le sport, bien sûr, il y a sans doute 0,02% de tricherie ou de contournement des règles. Mais sinon, le sport est exceptionnel. Les gens qui le font méritent l'admiration parce que c'est beaucoup d'abnégation. C'est 10 secondes, là, pour un 100 mètres. C'est des fois quelques secondes sur un tatami au judo. Mais c'est des années. Enfin, Stéphane pourrait en parler 1000 fois mieux que nous, mais c'est des années de sacrifice. Et c'est ça qu'il faut, derrière, avoir en admiration. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour tous ceux qui font du sport et qui y contribuent. Oui. Je pense que la tricherie et le dopage existent depuis malheureusement la nuit des temps. Après, ça a été soit effectivement sporadique, ponctuel. Il y a eu des entraîneurs qui ont pu pousser. Il y a quelques cas dans l'histoire qu'on connaît. Après, il y a aussi la volonté de l'État, d'un État. On a tous en tête évidemment la RDA. Avec les conséquences que ça a eu pour beaucoup de femmes athlètes. On le voit dans le film d'ailleurs, c'est bien mis en évidence. Avec encore des records, je crois, qui tiennent toujours officiellement sur les tablettes, et on sait très bien qu'ils valent ce que la chimie a permis ou ce que les stéroïdes ont permis. Mais voilà, donc c'est intéressant ce que vous dites, c'est plus de l'ordre de la responsabilité d'un État que des athlètes eux-mêmes, en fait. Dans le cas de la RDA, oui. Dans le cas de la RDA, c'est aujourd'hui prouvé. Enfin, la chute du mur de Berlin, l'accès aux archives de la Stasi, aux archives de l'Allemagne de l'Est, a montré, enfin, aujourd'hui, voilà, on le sait, qu'il y avait une organisation qui était faite pour que les athlètes puissent aller voir, évidemment, bien spécifiquement, plus des Jeux Olympiques qui étaient ciblés parce qu'il fallait le compteur des médailles qui comptait, montrer que le bloc de l'Est a été une puissance. On est aussi dans une période très particulière. 80, les Jeux sont à Moscou et il y a un boycott beaucoup de pays de l'Ouest. 84, on est toujours... La géopolitique, jamais bien loin encore. Et puis, dans cette période-là, il y a l'Afghanistan. Enfin, voilà, on pourrait... La géopolitique a joué dans le monde du sport et, à un moment donné, induit le dopage. Ça, c'est le dopage institutionnel. Après, il y a eu aussi des dopages individuels. Il y a des tas de cas qui ont été connus. Certains ne sont pas établis, donc... On parlera au conditionnel. Et ça vient entacher un peu le monde du sport de haut niveau, dans son ensemble d'ailleurs. Il existe aujourd'hui, derrière des fédérations internationales d'agences antidopage, un gros travail qui est fait. Il y a eu en France le laboratoire de Châtenay-Malabry, qui est maintenant sur le plateau de Saclay. Un gros travail qui a été fait en préparation des Jeux. Bien évidemment, le but, c'est que ces athlètes soient décelés avant. Maintenant, on sait qu'il y a des malins qui utilisent sans doute des produits pas encore détectables, qui seront un jour détectés. Alors, il y a de tout. Bien évidemment que la technique avance. La nature des sols, des pistes, elle n'est plus la même aux Jeux d'après-guerre à Londres en 1948 qu'à Paris en 2024. Bien sûr que la question des chaussures a énormément progressé. Les lames carbone, alors ça fait gagner 1%. Ou, là aussi, on voit bien, et c'est un vrai sujet, là encore, aussi dans l'endurance. Par contre, il faut avoir conscience, et c'est pour ça, ce record sera battu un jour. La physiologie fait que nous sommes plus grands que nos ancêtres, et nos enfants et petits-enfants seront plus grands que nous. Donc, à un moment donné, les foulées ne seront pas les mêmes, pour prendre rien que l'exemple du 100 mètres. Mais nous sommes plus grands que nos grands-parents. La foulée normale... Donc des corps comme celui d'Usain Bolt pourront être un peu plus courants, peut-être, c'est ce que vous dites. Ah oui, donc ça fera évoluer les records. C'est même certain. Enfin, d'accord. Physiologiquement, on évolue. Nos grands-parents ou même nos parents, mes parents qui sont nés avant la dernière guerre, n'étaient pas survitaminés enfants. Aujourd'hui... bien évidemment que les choses ne sont pas considérées de la même façon. Donc nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants
auront des physiologies différentes et plus performantes que nous. Les data, c'est la base du sport de haut niveau aujourd'hui. On ne fait plus du sport de haut niveau. Avec les data, on peut avoir des profils d'athlètes dans les couloirs de performance. À tel âge, la majeure partie des meilleurs athlètes du monde faisaient ces performances-là. On prend un athlète et on peut le comparer s'il est dans la moyenne supérieure, moyenne inférieure de ces couloirs de performance. Les data, c'est aussi mettre en évidence les spécificités de chaque discipline, de voir là où on peut gagner des millièmes de seconde, là où on peut gagner des aspects tactiques, technico-tactiques. Donc c'est pas fini, hein, c'est pas fini. nouveau. Enfin, regardez les joueurs de rugby, ils ont un GPS dans le dos. Et dans le débriefing du lendemain, on regarde le positionnement. Voilà. Donc le numérique est utilisé dans le sport depuis déjà quelques années, et il le sera encore, peut-être encore plus. Il deviendra indissociable. On ne va pas le nier, on ne va pas dire il faut mettre ça de côté et on revient au sport de l'après-guerre ou des années 60. Non, on ne peut pas le nier parce que ça a un impact. Le sauteur à la perche n'était pas la même il y a 50 ans qu'aujourd'hui. Tout ça, c'est la haute technologie qui l'a permis. On parlait des chaussures, on pourrait parler de plein d'autres choses. Mais donc, on ne peut pas le nier ou l'écarter. Mais le sport doit rester le sport. Moi, je suis convaincu, alors, pardon, c'est mon volet professionnel de santé qui est toujours là. Il faut absolument qu'on parle dopage. Parce que si on parle que de rêve et de performance, on va croire que le dopage, c'est quelque chose d'anecdotique. Et que tout va bien, et puis qu'on va pouvoir faire effectivement... non, moi, ça m'arrive de voir sur un marathon des gens qui prennent un coup de ventoline. Non. Il faut expliquer qu'on met sa vie en jeu. Il faut raconter l'histoire de Pantani. Il faut raconter l'histoire de tous ces sportifs d'Allemagne de l'Est. Que sont-ils devenus 40 ans après? Et comment vont-ils? Catastrophique. Donc ça, il faut en parler, c'est notre responsabilité.